On voit bien que tout est bafoué, rien n'est respecté, Florian. Oui, bah, en fait, je pense que c'est surtout peut-être que c'est le mur du réel pour cette mairie de gauche. Donc voilà, et ça les remet un peu en cause dans leurs convictions. Et c'est triste, évidemment, c'est très triste. Mais vous savez, face à ça, justement, il faut dire les choses et il faut mener une véritable guerre contre le narcotrafic et contre la drogue. Et au millénaire, on a sorti un rapport récemment, justement, qui revenait sur la war on drugs, donc la guerre contre la drogue qu'avait menée Ronald Reagan à l'époque. Et il y a par exemple dans ces mesures, certaines qui sont très intéressantes, comme le triplement de la dureté des peines en cas d'infraction de délit lié à la drogue autour des enceintes scolaires. Donc là, on serait exactement dans ce cas, c'est-à-dire que ici, comme ça a été bien dit par Kevin, on est en train de priver les enfants, les professeurs, enfin les enfants de leur enfance, du sport, de leur donner ce mauvais exemple quelque part, qu'il y a des narcotrafiquants qui font leur business comme ça en pleine vue. Mais ils ne se cachent plus aujourd'hui. Hein. Non, mais justement, ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent plus, hein. Il donne cet exemple catastrophique aux élèves, et donc c'est là où toutes les peines pour des infractions liées à la drogue autour d'enceintes scolaires devraient être triplées de manière à ce que, eh bien, justement, on dissuade de venir mettre un point de deal juste à côté des enceintes scolaires. Donc il y a plein de choses comme ça. Un autre point, c'est le changement culturel autour de l'usage et des consommateurs. Parce que là, pourquoi est-ce qu'il y a un point de deal ici? Mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui y vont pour acheter leur drogue. Donc c'est tous ces aspects-là, la présence policière, la vidéosurveillance, pour pouvoir aller prendre davantage en flagrant délit, pour pouvoir identifier davantage les choses, plus d'élucidation des cas. Donc c'est tout cet ensemble de choses qu'il faut mener pour une véritable guerre contre la drogue dans notre pays, puisque ça nous gangrène à tous les niveaux, et notamment pour les plus jeunes, c'est une catastrophe. Florian Gérard Mercier, cette vidéo est importante, il faut la montrer. Hein. Il faut la montrer. Non, mais c'est très important de la montrer, justement pour illustrer à quel point il y a un problème de doctrine, d'une certaine manière. Parce qu'on a cité les chiffres de 25 000 refus d'obtempérer par an, donc c'est un toutes les 20 minutes. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est dans 20% des cas, les policiers seraient en capacité, en droit d'utiliser leur arme, et en fait, ils ne l'utilisent que dans moins d'1% des cas. C'est-à-dire que et cet état de fait conduit à ce type de comportement où celui qui filme dit « mais tu vas pas tirer, tu vas pas tirer ». Et l'autre qui est tellement sûr que le policier ne va pas tirer qu'il va vraiment par deux fois, c'est de la provocation aussi, au contact pour quasiment essayer enfin on dirait en tout cas dans la vidéo, lui voler son arme. Et imaginons qu'il arrive à lui voler son arme, il fait quoi derrière? Non mais c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose où, d'autant plus il y a autour 60 personnes. Et Juliette le disait, 60 personnes, vous imaginez, sont des humains ces policiers aussi. Hein. Avec des jerrycans et des briquets. C'est-à-dire que là, dans ce qui a été décrit, on est clairement dans une menace imminente, etc. Je pense que oui, c'est tout à fait normal que le policier utilise son arme. Peut-être qu'ils auraient dû l'utiliser avant. Et si en fait il y avait davantage ce type d'exemple, que les policiers utilisent leur arme, sont protégés par la justice quand ils le font à bon escient, c'est-à-dire que dans l'interprétation du contexte, ce soit plus favorable aux policiers, et ben, il y aurait moins de situations. On le voit, hein, ces villes, dans les grandes villes, comme dans les plus petites villes. Non, c'est ça. Et en fait, comme vous l'avez dit, tous ces grands narcotrafiquants, et notamment, moi, c'est ça qui m'a le plus choqué, c'est que, en fait, ils sont pour la plupart en prison et ils pilotent tout ça depuis la prison. Et donc, toutes ces attaques-là qui ont été perpétrées contre nos centres pénitentiaires, c'est justement en réaction à la politique du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a dit on va prendre tous ces narcotrafiquants les plus dangereux, des gens comme Mohamed Amra, par exemple, qui n'avaient pas été assez identifiés comme extrêmement dangereux. Donc tous les gens les plus dangereux, on va les prendre, on va les mettre dans des centres de rétention de haute sécurité. Et si vous regardez, par exemple, là, suite à ces attaques, donc leurs cellules ont été fouillées pour la plupart de ces responsables, en fait, du réseau des aides-mafias, et on a retrouvé des téléphones portables dans leurs cellules. Donc ça vous montre bien, et donc l'enquête le montrera, mais c'est eux qui ont piloté ça. Il y avait un exemple qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'il y avait un patron de la DZ Mafia, donc ce groupe de narcotrafiquants donc des Bouches-du-Rhône, qui avait été mis en isolement par le directeur de la prison des Baumettes. Du coup, il n'était pas content, et donc il a mis en fait à prix, il a mis un contrat en disant bon, 120 000 € pour ceux qui vont me débarrasser de ce directeur de prison. Et c'est un gang qui a été recruté sur les réseaux sociaux de Paris, des jeunes mineurs qui sont arrivés et qui heureusement, tout ça a été arrêté au dernier moment. Et donc ça montre bien en fait que ces têtes pensantes là sont en fait très gênés
par le fait qu'elles vont être mises finalement hors d'état de communiquer et donc d'une certaine manière hors d'état de nuire. Et donc elles ne pourront plus donner ces ordres, elles ne pourront plus piloter ce trafic. Et donc s'enclenchera ensuite un deuxième temps où d'autres têtes voudront prendre leur place. Et donc il y aura peut-être mais encore, je parle sur le gouvernement de Juliette Sada, il y a encore des gros bonnets qui sont dehors. Hein. Il y a des gros bonnets qui sont là. Hein. Mais là, si on regarde sur ces attaques-ci, ça a vraiment été, c'est l'impression que ça a été piloté par les 4 grandes têtes pensantes de la DZ Mafia qui sont tous en prison en fait. Donc il y a vraiment un sujet là qu'on a tapé sur quelque chose qui leur fait mal et donc il faut continuer, il faut persévérer et c'est là où ça participe d'un réarmement finalement de notre État face à ce narcotrafic et une volonté politique et dans la pratique d'aller taper là où ça fait mal, donc sur les communications des têtes pensantes, sur les financements, sur toutes ces choses-là. Tout l'appareil d'État qui se réveille pour cette guerre contre le narcotrafic. Ouais, c'est ça qui est quand même fou, c'est que ceux qui sont les chantres du pas d'amalgame, c'est-à-dire que dès que il s'agit de dire qu'il peut y avoir un lien entre immigration et délinquance, ils disent ah non, pas d'amalgame. Dès que mais là l'occasion était trop belle. Voilà, entre islamisme et terrorisme, ah non, pas d'amalgame. Mais là, dès qu'il s'agit de quelque chose qui va dans leur sens, c'est les premiers à le faire, c'est les premiers à attaquer de manière très vile quand même le. On le sent agacé, Bruno Retailleau là. Voilà, donc Bruno Retailleau a tout à fait raison de rappeler ces faits. Et encore une fois, quelque part, les faits donnent tort à la gauche. Et c'est ça qui lui pèse le plus à cette gauche-là, c'est que leur idéologie se fracasse sur le mur de la réalité. C'est tout ce que j'espère, c'est que de plus en plus de Français s'en rendent compte, que dans les banlieues et ceux qui finalement croient encore en M. Mélenchon se rendent compte de plus en plus à quel point quand on voit c'est la manière dont il récupère, la manière il s'est fait quand même pas mal brocarder avec ses larmes, pas une presse de gauche aussi d'ailleurs. Ça m'a fait rire. Même qu'il a versé sur le cercueil de Hugo Chavez. Non, mais c'est affreux.